générer du code en prod. Est-ce que déjà, dans l'assistance, il y en a un jour qui se sont dit « et si je générais du code ?» Et après ça, c'est dit « c'est une bonne idée ». Pas de bras levés? Ok. Et bien dans mon cas, il s'est retrouvé que je me suis dit « là j'en ai besoin ». Et on l'a fait, et c'était une bonne idée, et ça fonctionne. Donc moi, c'est Johan Jardin, je suis Senior Data Engineer chez CS depuis 4 ans et demi, voilà. Et aujourd'hui, l'un de mes rôles, c'est d'aider toute l'équipe à maintenir la stack technique. Et dans ce grand projet qu'on a là, l'un des projets sur lesquels j'ai bossé, c'est ClickHouse Forest. ClickHouse Forest, qui a été donc la base qui a nécessité tout ce projet-là, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut voir que dans l'équipe, on va avoir beaucoup de services qui sont en Scala, et on a une base de données qui est ClickHouse. Et à l'époque, on a commencé à l'utiliser, en fait, il n'y avait pas de driver entre les deux. On n'avait rien. Donc en fait, il a fallu créer quelque chose. On a commencé avec un petit truc vite fait pour tester que ça se passait bien. Et après, on s'est dit, on va créer ClickHouse Forest, on va créer notre propre driver en interne. Et quand on l'a fait, on a fait un choix. On a dit, on veut que les gens qui utilisent la librairie, leur manière d'écrire la requête soit la même que quand tu utilises la CLI de ClickHouse. Comme ça, tu peux passer de l'un à l'autre, tu n'as pas besoin de découvrir deux manières d'écrire le langage. Donc principe très fort, et très vite, qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur un type de fonction ClickHouse un peu particulier, c'est les aggregated functions. Donc on les connaît en SQL de base, les comptes, les sums, etc. Mais ClickHouse a une particularité, c'est de pouvoir rajouter des combinators. Donc par exemple, si je prends le premier, je peux faire une somme de nombres, ça marche très bien. Par contre, je peux le rajouter le combinateur if. Qu'est-ce que ça fait? Ça me crée un deuxième argument dans ma fonction. Je peux mettre plusieurs combinateurs, par exemple sum hors nul if. Et l'ordre des combinateurs est important. Attention, ça change des choses. Et aussi, il y a des combinateurs qui peuvent se répéter à l'infini, comme sum array. Voilà. Donc on s'est retrouvé devant ça, et on s'est dit, si on veut pouvoir écrire les méthodes de cette manière-là, avec exactement le même nom, il va y en avoir un peu beaucoup. Et c'est là qu'on s'est dit, j'ai plusieurs milliers de fonctions à écrire, parce que je peux essayer de réduire un peu le scope. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, on s'est dit, tiens, et si on les générait? Pour les générer, un principe qui était ultra important pour nous, c'est que ça doit être déterministe. Si on génère deux fois du code qui doit faire la même chose, si ça donne deux résultats différents, qui va avoir confiance dans ce qu'on a fait? Qui va vouloir l'utiliser? Le deuxième, je pense que ça l'a montré la première question ici. Personne s'est déjà dit que c'était une bonne idée de le faire. Donc potentiellement, dans la vie d'un développeur, il verra ça 0 ou une fois. Donc le problème, c'est que quand on voit ça pour la première fois, ça fait peur. On doit le maintenir potentiellement. C'est exactement ce que tu disais juste avant. Sinon, il y a un bus factor. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ce soit maintenable? Beaucoup de documentation. On ne peut pas faire autrement. Et enfin, truc qui était assez important, c'est quoi le scope de cette génération de code? Est-ce que ça la génère dans tout le repo? Ou est-ce que ça le génère juste dans un endroit particulier? Comme ça, les gens savent, ok, si je vais dans cette partie-là, le code est généré, c'est un peu plus touchy. Par contre, tout le reste, c'est comme d'habitude, je suis safe. Donc très important, c'est on le met dans une petite place, très documentée et déterministe. La manière dont on a fait ça, donc j'ai essayé de la synthétiser au maximum. En gros, on a un Aggregated Function Generation. Dedans, on a fait un trait, donc en Scala, c'est une interface qu'on peut le voir ailleurs, voilà. Ça va juste nous aider à définir plusieurs méthodes qui sont dedans. Et donc la métaméthode, ça va être la fonction mais de base. Sum, count, top k, etc. Ensuite, on va définir les combinateurs. Eux, on peut voir ça un petit peu comme une fonction qu'on va lancer a posteriori qui va dire, tiens, j'ai un sum, et je vais la transformer, maintenant c'est SUMIF. Et donc ça me redonne une métaméthode sur laquelle je vais pouvoir m'amuser à rajouter des combinateurs. En dessous, on a une méthode qui est là pour générer tout le code, voilà. Et ensuite, il y a un petit commentaire ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on lit son propre fichier, c'est comme ça qu'on l'a fait en tout cas. Et un petit peu en dessous, on a deux commentaires, Aggregating Functions on et off. En fait, quand on relit le fichier, toutes les lignes qui sont au-dessus du commentaire, on les garde. Et ce qui est entre les deux commentaires, on supprime et on remplace par le code qu'on génère. Donc en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est juste que là, on voit un extend app, ça permet en fait de rendre ça comme un main. Donc en fait, on peut faire un run sur la méthode, elle modifie juste son propre fichier,
Normalement, git diff, on ne doit pas voir de différence, ça montre que c'est déterministe. On rajoute une nouvelle méthode, une nouvelle métaméthode, on génère, on voit ce que ça fait tout de suite. Et là, vous allez me dire, bah, très bien, tu as généré du code. Qu'est-ce qu'on en fait de ce code-là? Eh bien, on le teste. Et tester du code qui a été généré, c'est pas une mince affaire. J'ai dû y passer vraiment beaucoup de temps pour faire un truc qui était à peu près satisfaisant. Le premier principe, c'est qu'on ne le génère pas, par exemple, avec le code. Les tests doivent tester le code. On n'a pas forcément confiance dans comment le code a été généré. Donc les tests, on les fait à part. Ça pose quelques soucis. Je reviendrai juste après. Deuxième chose, le code qui est testé, qu'est-ce qu'on veut tester concrètement là-dessus? Dans notre cas, en fait, on est en train de faire une librairie pour créer les requêtes. Donc, quand j'appelle la fonction sumIfArray, bah, je veux que ça écrive sumIfArray dans mon SQL. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est ce qui vient notamment, ce qui va avec le point d'après, de tourner dans un environnement, un vrai environnement. On veut tester que la fonction elle existe, avec le nombre de paramètres qu'on attend, et avec les bons types. C'est ça en fait, c'est juste cette combinaison-là, si ça écrit ce que l'utilisateur a écrit dans son code, et que ça fait que c'est une fonction qui existe vraiment, nous on a rempli notre contrat. Donc, run dans un environnement contrôlé, ce qu'on fait, c'est que nous, dans nos tests, on va popper un Docker qui contient ClickHouse, et on va le query. Et finalement, on ne truste pas que les gens qui vont rajouter une nouvelle métaméthode, ou qui vont se dire, tiens, et si je rajoutais un combinateur, est-ce qu'ils vont rajouter des tests? Parce que là-dessus, aujourd'hui, on a 100% de code coverage, et on s'assure de l'avoir. Donc ce qu'on fait, on va avoir le premier argument, ici, on reparle de metadata. En fait, on va reprendre les deux commentaires qu'on avait avant, le on et le off. On va pouvoir parser tout ce qu'il y a dedans, et retrouver toutes les signatures des méthodes. C'est ça, ces métadatas. Et toutes ces méthodes-là, on va vouloir les tester. Ce qu'on a un petit peu après, donc on écrit normalement un test qui est assez simple, je reviens dessus après. Et tout en bas, dans cet objet-là, on a donc les métaméthodes, on a quelque chose qui va dire « Ah tiens, voilà tous les types dont tu as besoin, je vais te créer une table dans ClickHouse, elle sera vide, elle n'aura pas de données. » Mais ça veut dire que si je t'appelle avec la fonction, j'ai pas besoin de me casser la tête à savoir comment parser la réponse. En soi, je m'en fiche. Je suis pas en train de tester ClickHouse. Je suis pas en train de me dire un sum de mes données 1, 2, 3, ça doit faire 6. Si ça fait 7, c'est pas mon problème. Donc nous, on crée la table, on fait vraiment tout un environnement. Et le petit tip pour s'assurer que les gens vont rajouter des tests, c'est qu'on a hard-codé le nombre de méthodes qui sont censées être testées. Donc, si quelqu'un rajoute une méthode, ça va planter, la personne l'ajoute, et dans l'APR, ce qu'on attend, c'est que soit la personne qui a vu le truc planter se dit « je rajoute mes tests à côté », soit quelqu'un va lui faire la remarque. On a des code owners, donc on sait que c'est pas n'importe qui peut valider l'APR. Normalement, ça se passe plutôt bien. Et on pourrait me dire, bah tiens, et si quelqu'un supprimait une méthode pour ajouter la sienne? Il y a le même nombre de tests. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va forcément casser un des autres tests, parce que lui aussi se dit, bah, par exemple, sum, je dois avoir un peu, je crois, 144 méthodes différentes. Donc si, quand j'ai parsé toutes mes métadatas, toutes mes signatures, j'en ai pas 144, je vais exploser en vol. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'y est pris. Aujourd'hui, ça fait 1 an que ça tourne en prod, ça fonctionne bien. Les gens sont ultra satisfaits de ça parce que c'est type safe. Et bah voilà, dans des environnements contrôlés, je peux vous recommander de le faire. Si on fait gaffe, ça fonctionne très très bien. Et petite annonce, si vous voulez, ça fait depuis le début du mois, j'ai commencé à streamer sur Twitch. Je découvre le Python un petit peu en live, avec mon expérience de... ça fait quelques années quand même que je développe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. La question que je me pose, peut-être que c'est un truc qui m'a échappé, le fichier où il y a les commentaires, si j'ai bien compris, à la fin, c'est une partie qui va être... C'est là où le code va être généré. Donc, est-ce que cette partie-là, au final, elle va être stockée dans ton gestionnaire de version, dans Git ou autre? Donc, ça va être stocké post-génération. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu as dit, quand je vais dans mon diff, on ne verra pas les fonctions apparaître. Pardon, je vais dire, pour montrer que c'est déterministe, si le code a déjà été généré et que je refais un run, là, je ne verrai pas de différence. Okay. Effectivement, si je rajoute une méthode, tout va être modifié. Ouais, donc la partie générée, elle ne devrait jamais bouger en théorie, sauf si on a ajouté quelque chose. C'est ça. Et l'autre question que je me posais, c'est quel est l'événement qui va faire qu'on va régénérer ce code-là? Est-ce que c'est la CI qui le fait? Est-ce que c'est une commande usuelle? C'est à l'utilisateur de le faire. En fait, quoi qu'il arrive, tu vas devoir créer une pull request où tu auras régénéré le code.
Donc les gens vont pouvoir vérifier que tu l'as fait correctement. Et comme ça, si tu as voulu générer une nouvelle méthode que tu n'as pas run le main, bah, ton code n'est pas là, du coup tes tests ne fonctionnent pas. C'est vraiment un ensemble. On a fait un fichier pour les tests, un fichier pour le code, et on l'a vraiment encapsulé. Donc le process, c'est j'ajoute ma fonction, j'exécute la génération, et ensuite je commit, quoi. Enfin, j'écris les tests. Enfin, j'écris les tests. Et j'augmente le magic number pour dire qu'il y a bien une fonction en plus. Cool, très clair, merci. Je vais revenir sur le même truc qu'Adrien, j'espère que ça n'a pas fait tiquer tout le monde dans la salle, à savoir le fameux fichier avec le générateur de code et qui s'autogénère la fin de lui-même. Là, intuitivement, comme ça, enfin, très bonne presse par ailleurs, je vais vraiment sur un point de détail, hein, désolé. À l'intuition, j'aurais plutôt séparé les deux, mis d'un côté le générateur et bien tranquille à un autre endroit le fichier qui est généré pour qu'on puisse le supprimer ou en faire quoi que ce soit. Du coup, toujours à l'intuition, je vois que des inconvénients, mais pas d'avantage à cette histoire d'avoir les deux en même temps. C'est quoi qui est décisif? Déjà, très bonne question. C'est aussi quelque chose que je me suis posé quand je l'ai fait. Les gens, quand ils vont utiliser cette librairie, comment ça va se passer? Ils vont se dire, tiens, j'ai un sum, j'ai un sumif, voilà. Je peux aller regarder donc, la scala.doc dans notre cas, mais je peux aussi regarder le code de la librairie. J'arrive dans quel fichier quand je regarde le code? J'arrive dans les fichiers où il y a tout le code généré. Et si je me dis, ah tiens, nous dans notre cas, par exemple, on a dit, tu as le droit à maximum 3 combinateurs différents quand on va générer tes méthodes. Si la personne a une méthode qu'il veut rajouter, comment ça se passe? Il pourrait se dire, instinctivement, je vais créer une pull request et je la rajoute en plein milieu de tout. Et là, le but, c'est que la personne arrive en haut. Déjà, elle va voir un fichier qui fait 20 000 lignes. Enfin, je crois qu'on en est à 27 000 aujourd'hui. Et il va voir, sur un écran de taille, on va dire, standard, tout l'écran, c'est la doc au-dessus. Ça prend exactement un écran de le faire. Donc en fait, la personne va se rendre compte que c'est du code généré, parce qu'effectivement, sinon, tu rajoutes ton code, quelqu'un passe derrière, il fait run, hop, il supprime ta méthode. Voilà. C'était plus dans cet esprit-là. Moi, j'en ai une sur la partie test, en fait. Du coup, j'ai du mal à voir l'intérêt de tester le code généré, parce que j'imagine que ton générateur lui-même est testé, et donc du coup, tu dois avoir confiance dans le code qui est généré, et du coup, si tu as un bug dans le code généré, plutôt de le détecter avec des tests unitaires que tu as écrits par-dessus le code qui a été généré, je m'attendrais plutôt à rajouter un test sur le générateur de code, en fait, et du coup, régénérer du code qui, lui, n'a pas le bug, en fait. Du coup, je suis curieux de pourquoi vous avez pris cette approche d'écrire un max de... Le générateur n'est pas testé, déjà. L'un des principes qu'on a voulu mettre, c'est que toutes les fonctions ClickHouse qui sont disponibles dans la librairie sont testées contre ClickHouse. En fait, c'est vraiment très important de tester non pas le générateur, mais ce qui est généré, parce que peut-être que la méthode n'existe plus. Et aussi, c'est des choses qui nous arrivent, on fait une montée de version de ClickHouse, et il y a des régressions. Ou il y a des méthodes qui prennent un argument de plus. Du coup, ce que vous testez, c'est pas tant le code généré que la conformité du code généré à ClickHouse. C'est des tests de régression de ClickHouse, en fait. D'accord, ok. Ok, je comprends, merci. Vous avez mis combien de temps à développer le générateur? Alors, je me souviens plus des tests, parce qu'il a fallu que je les réécrive 3 fois. Parce qu'au début, en fait, les fonctions d'agrégation, il n'y avait que quelque chose de basique, on va dire. Puis après, on est arrivé notamment sur TopK, c'est une fonction paramétrique. Par exemple, TopK, on va choisir, je veux un top 10. Et après, j'ai le reste de ma fonction d'agrégation, tel que je l'utilise avant. Et donc, ils ont tous leurs petites particularités. Donc, il a fallu partir sur quelque chose d'assez générique pour gérer tous ces cas-là. Je pense que les tests m'ont pris globalement 2 semaines, temps complet, sans aucune interruption, à faire que ça. Genre pas de daily, pas de réunion, rien, 2 semaines, hop. Le générateur, je pense que c'était plus court. Peut-être 1 semaine, quelque chose comme ça. Mais au final, ce qui est long, c'est de se dire, est-ce que mon combinateur fonctionne tel que je l'attends? Quelles sont les spécificités de ClickHouse? C'était plus cette partie-là que la partie je génère tout court. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que c'était le meilleur truc que vous auriez pu faire? Ou est-ce que si vous aviez écrit à la main les X fonctions dont vous aviez besoin, est-ce que vous n'auriez pas été plus rapide? Il y a un objectif qu'on a derrière cette librairie, c'est que potentiellement, à un moment, on va la mettre en open source. Et on ne sait pas ce dont les gens auront besoin. Donc là, par exemple, la manière dont on a créé la librairie, c'est de se dire, tiens, dans la page de doc de ClickHouse, il y a les fonctions arithmétiques.
Si j'ai besoin d'une fonction, peut-être qu'il y a un autre dev juste après, peut-être déjà de la boîte ou en externe, qui en aura besoin d'une qui est juste à côté. Donc on s'est dit, on les implémente toutes. Voilà. On est vraiment parti sur une approche où on préfère en faire plus que nécessaire pour que les gens utilisent la librairie sans avoir besoin de faire de PR dedans tous les jours. Donc c'était la meilleure chose à faire. Dans notre cas, voilà. Après, on aurait très bien pu nous dire, bah, en fait, tu écris sum, .if, quelque chose, voilà. Mais c'est pas la même expérience de développeur. Ouais, du coup, vous éloignez du fait que la CLI... Ouais. Et en vrai, le fait que les combinateurs soient interchangeables avec un sens différent, c'était chiant.